what I'd like to do is, I think, from my understanding, is that the other people here are going to have specific examples of actual communities and things that they are working on with their company. What I thought I'd do is do something Je slightly voulais different, faire quelque chose d'un petit peu différent, justement pour présenter la société et vous parler d'une approche un petit peu différente qu'on est en train de mettre en place chez Janssen et chez Johnson & Johnson pour essayer de réfléchir à ce qu'on veut obtenir avec les communautés et à quoi ça sert d'avoir un réseau professionnel. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on travaille avec des réseaux professionnels maintenant, comme Doctors.net, et je crois qu'on peut dire à juste titre qu'évidemment, ils sont très importants, ils réunissent énormément de médecins qui les utilisent, mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'interactions qui sont tout à fait similaires à ce qu'on voyait il y a 10 ans de cela, donc, sauf que ça se passe sur le net. Mais finalement, c'est un petit peu ce qu'on faisait déjà il y a 10 ans, bon, ça revient toujours à payer de la publicité et avoir les mêmes genres d'interactions. Alors qu'on s'est dit que finalement, on n'est pas vraiment en phase avec ce que nos clients attendent quand on a ce genre de démarche. Donc, on s'est dit, finalement, tout le monde est partie prenante, les patients, et comment est-ce qu'on peut traduire cela au niveau des réseaux professionnels et comment est-ce que les laboratoires pharmaceutiques peuvent partager plus largement les informations dont ils disposent. Ce n'est pas les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas juste du marketing, il y a aussi une masse considérable de connaissances scientifiques. Dès qu'on démarre une interaction avec quelqu'un, on produit quelque chose ensemble qu'on ne pourrait pas créer de manière isolée, tout seul. C'est ce qu'on arrive à faire avec l'action collective et pour l'instant, on ne fait pas grand-chose de ce type avec les professionnels, avec les soignants. So good afternoon, everybody. I will talk about Je vais donc vous parler de cet âge de la collaboration dans lequel nous nous trouvons. Je pense que la santé, la mobile health va nous permettre d'accentuer la collaboration, puisque cette santé, la mobilité, va nous permettre d'avoir plus de communication, de connexion avec notre environnement. Voilà quel pourrait être le scénario. Évidemment, on aura des objets connectés, on a déjà vu des exemples de cela, très intéressants. Tout ce qui est santé santé mobile, la santé 2.0, et tout ça, évidemment, va transformer le paysage. Mais il y a beaucoup de questions à prendre en compte. J'ai donc sélectionné certaines questions. Beaucoup de médecins pensent que ces technologies pourraient leur permettre de résoudre des problèmes clés, comme des consultations inutiles qui consomment beaucoup de temps et de ressources. Et puis, on a vu aussi que ça pourrait, évidemment, tout en prenant en compte les mises en garde nécessaires, mais ça pourrait favoriser l'observance des traitements chez les patients. Et puis, il y a pas mal d'enablers, des plateformes, des standards. Et quand on se concentre sur les applications, il y a plus de 16 000 applications liées à la santé. Et c'est encore en augmentation. Cela dit, 1 sur 4 seulement, d'après les dernières données disponibles, sont utilisées vraiment régulièrement. Ce qui veut dire qu'il y en a peut-être pas mal qui ne sont pas vraiment pertinentes. Je voudrais partager avec vous
on a terminé notre campagne One Machine, 1 Million avec Boehringer Ingelheim hier. Et je voudrais également parler, je ne sais pas si je dois parler des projets Facebook ou du jeu qu'on a lancé aux États-Unis qui s'appelle Health Seeker sur le diabète ou une autre campagne qui a réuni 1 million de personnes pour des campagnes de diagnostic en ligne. Mais je voulais évoquer plutôt ce projet One Machine, 1 Million, une machine 1 million, voilà ici, cette campagne. On a un nouveau produit qui va sortir bientôt, qui est un anticoagulant et qui, nous le pensons, pourrait prévenir 1 million d'AVC par an. Et on s'est dit, bon voilà, on va faire don d'1 million d'euros à un projet qui va permettre vraiment de faire augmenter la prise de conscience vis-à-vis des AVC et de la fibrillation. Donc on a conçu 11 sites en 10 langues. On a demandé aux gens de s'inscrire et d'envoyer des suggestions sur comment ils pensaient augmenter la prise de conscience face à la fibrillation auriculaire. Et on a eu un nombre incroyable de projets en provenance de 36 pays différents. Donc on a été vraiment ravis de cela. On a été soutenu par Forte. C'est un groupe de plaidoyer de patients, par des universités aussi, et puis 29 sites Boehringer nous ont également soutenus. On a eu une manifestation de lancement à Barcelone. Et je voudrais simplement vous donner quelques chiffres qui ressortent de cette campagne. Comme je l'ai dit, la campagne s'est terminée hier. On a eu 416 000 visites sur le site, 14 000 en provenance de Facebook. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup satisfait. On a utilisé YouTube, Facebook, etc., tous les outils possibles, en ouvrant largement aux commentaires, pas de modérateur. Et sur 184 projets, on a sélectionné 50 pour les soumettre au vote et donc pour sélectionner le meilleur. Et on s'est dit, si on a 15 000 votants, 16 000 votants, ce sera déjà bien. On se disait, peut-être si on a 30 000 commentaires, ce serait fantastique. Et en fait, on a eu 2 millions, plus de 2 millions de votants. Et on a eu 195 000 commentaires. Et du point de vue logistique, évidemment, ça fait exploser le projet en vol, parce qu'on pensait avoir 15 000 votants et 30 000 commentaires. On s'est retrouvé avec 195 000 commentaires, plus de 2 millions de votants. Bon, ça a complètement changé d'échelle. Donc, on est simplement en train de voir comment on va répartir l'argent entre les projets, et puis on va suivre tout cela le mois prochain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. As many of you know, the pharmaceutical industry spends a great deal of money on Vous savez que l'industrie pharmaceutique dépense beaucoup d'argent en recherche clinique, en essais cliniques, 1,5 à 2 milliards en général. Et ce sont des résultats évidemment capitaux. Évidemment, il est important que la communauté médicale débatte de ces résultats. En général, on le fait dans le cadre de grandes conférences,
où les résultats sont présentés, puis discutés. Mais ce qui se passe après la conférence, eh bien, c'est que les discussions se poursuivent très souvent en ligne. Et ces discussions, très souvent, elles ont lieu sur les réseaux sociaux des médecins. Et donc, j'ai suivi ces discussions à propos de l'introduction de ces nouveaux anticoagulants, antithrombotiques par voie orale, pour essayer quelles étaient les possibilités pour l'industrie pharmaceutique de dialoguer avec les médecins, pas pour vendre, mais simplement pour dialoguer avec eux. Et l'un des réseaux qui m'a particulièrement intéressé au cours des dernières années, c'est celui du New England Journal of Medicine qui s'appelle Cardio Exchange. Et bon, j'ai la chance de connaître ceux qui, au New England Journal, sont chargés du volet numérique. C'est quelque chose qui a été lancé en 2000 en version bêta et relancé en 2010. Et il y a plus de 3000 membres. Donc j'ai pas mal surfé sur ce site pour voir quelles étaient les discussions sur ce nouveau anticoagulant. Et quand on regarde la page d'accueil du site, il y a une rubrique qui s'appelle voilà les médicaments, les principaux sujets de discussion ou de commentaires. Et pour les commentaires, sur 4 ou 5 discussions, 2 concernaient le médicament de Boehringer, le dabigatran. Et ensuite, en descendant et en cliquant pour suivre les discussions, eh bien, on trouve des experts qui s'expriment et 27 commentaires en provenance de 6 pays. Donc, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité pour l'industrie pharmaceutique? Pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique n'envoie pas ses propres médecins, chefs directeurs de services médicaux pour discuter les résultats de l'étude avec les médecins en ligne? En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire à mon échelle et en tant que consultant, j'en discute d'ailleurs avec d'autres acteurs de l'industrie pharmaceutique. Et pour moi, il est clair que là, c'est une opportunité fantastique pour l'industrie pharmaceutique de se distancer de ce qui est du marketing pur et dur pour entamer un véritable dialogue. Un commentaire sur la première question sur les données relatives aux patients. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Je vais vous donner un exemple. J'ai environ 20 communautés MS qui ont été développées au cours de ces 10 dernières années dans le monde. Nous travaillons avec la Fédération internationale des patients atteints de sclérose en plaques. C'est un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc, on a fait une enquête en ligne auprès des patients atteints. On leur demandait quelle était la part de données personnelles qu'ils étaient prêts à partager avec la Fédération internationale des patients et avec les laboratoires pharmaceutiques comme celui pour lequel je travaille. Et à votre avis, combien d'entre eux ont accepté de partager des données tout à fait privées? 55, 85. Non, c'était pas aussi élevé que ça. C'était 60% des patients dans certaines conditions. Mais c'est un signe. Cela révèle que les patients sont disposés à partager un grand nombre de données si, à leur avis, les réseaux sociaux peuvent leur rendre service par la suite. Ce qui peut nous encourager à développer davantage de réseaux dans le monde entier. En fait, depuis 2 ans, j'ai pas mal travaillé, en tout cas notre labo a pas mal travaillé pour essayer de voir comment nous pouvions travailler avec le public et les patients. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore pas mal de choses à faire dans ce domaine. On a juste accompli quelques pas. Ce qui m'a intéressé lorsqu'on m'a invité à participer à cette table ronde, c'est que je pense que sur le plan personnel, curieusement, on a encore beaucoup de choses à faire quant à notre contact avec les professionnels de santé en ligne. Je n'avais pas de planche pour mon exposé à ce sujet.
si on ne fait pas attention, on va commettre les mêmes erreurs que par le passé. Si on est uniquement orienté en termes de revenus sur ces communautés de patients, si on se considère uniquement comme des financeurs, on va reproduire les mêmes messages de marketing que les labos produisent depuis des années et des années. Donc, il faut être à un niveau d'égalité pour avoir des conversations qui se situent autrement que sur le niveau du marketing et de la vente. On ne doit plus se retrouver dans une situation où on fournit des informations où les gens se sentent émotionnellement obligés de les lire ou alors d'être payés pour d'examiner des données qui doivent les intéresser, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc peut-être que c'est le moment pour les laboratoires d'entamer un autre mode de conversation d'un point de vue clinique avec les patients, où il serait possible éventuellement, de fait de crowdsourcing des diagnostics, de mener les essais cliniques de façon différente. Je vois que tout peut se faire de façon différente avec les professionnels de santé, qu'il s'agisse d'un iPad ou d'autre chose. C'est toujours le même type, le même format qui est distribué. Je suis certain qu'on est très loin derrière entre ce que devrait être notre mode de conversation avec ce groupe. Tout d'abord, je voudrais être un peu provocatif et dire que la réglementation peut en fait apporter une aide phénoménale en France, comme vous le savez peut-être. Depuis hier soir, de nouvelles règles vont être adoptées qui vont réduire drastiquement le nombre de délégués médicaux des laboratoires. Donc, les labos vont être obligés de revoir leur mode de promotion, d'une part, et de communication avec les médecins et les patients et les pharmaciens. Donc, la réglementation peut avoir un effet déclencheur sur autre chose. Les laboratoires pharmaceutiques nous ont dit aussi qu'il y avait des progrès dans la e-pharmacie dans les pays où il n'y avait pas de règles préalables, comme par exemple les pays émergents, qu'on ne trouve pas forcément en Europe, même si en Europe de l'Est, il y a certainement beaucoup plus de possibilités de développer ce type d'activité parce que les médecins n'ont pas été habitués à rencontrer des délégués médicaux des laboratoires et ils vont d'emblée se plonger dans l'utilisation de ces nouveaux médias. Donc, il y a certainement des choses qui peuvent être expérimentées en Europe de l'Est et qui vont revenir en France ensuite. Et les labos ont toujours utilisé un petit peu la même recette et sont peut-être rechignent un peu à utiliser un autre procédé. Il me semble qu'il y a encore un problème d'appropriation. Je pense que pour beaucoup de personnes dans la salle, c'est le principal obstacle. Jusqu'à présent, vous avez des exigences en termes de marketing, de vente et pas de budget en termes d'engagement sur les médias sociaux. Les gens ne vont pas approuver ces budgets parce qu'ils ne savent pas en quoi ça consiste en réalité. Donc, le fait de dialoguer, de parler avec l'extérieur, ça prend des années avant qu'il y ait un retour sur investissement, tandis qu'avec le marketing et les ventes, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus évident. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait réagir à cela? What I would like to say is that, first of all, I think we should recognize that medical and regulatory is a big asset. Je crois qu'il faut déjà se rendre compte que ça peut être un atout fantastique, ce dialogue avec les médecins, pour la crédibilité de ce qu'on fait. Donc, un organisme, une structure en interne qui garantisse la qualité de tout cela, ce serait vraiment un atout. Ce qui est un véritable défi pour répondre justement à cette question, quelle devrait être l'approche. Pour moi, c'est une histoire de process et de dialogue. Donc, ce concept collaboratif, GEM, c'est quelque chose qui impliquait
des utilisateurs, les autorités de réglementation, les affaires réglementaires, parce que l'idée, c'était la contribution et faire en sorte que ce qui sorte finalement soit suffisamment viable. Il faut peut-être juste dire que quand on est une petite souris dans une entreprise pharmaceutique et qu'on écoute ce qui se passe dans les étages supérieurs de la direction, très souvent, les discussions sont centrées sur les objectifs marketing, commerciaux. Et quand on regarde un peu plus près quelle est la tactique et les plans d'action, eh bien, on finit par découvrir un petit peu tout ce qui est action numérique ou réseaux sociaux et même éventuellement le dialogue. Mais le dialogue, c'est un sujet qui n'occupe pas beaucoup d'espace pour l'instant dans l'industrie pharmaceutique. Peut-être que ce sera le cas à l'avenir, mais pas pour l'instant. Hi, Alex. Do you want to pay these patients that you're going to have representing themselves on your site? Et vous pensez que c'est une bonne idée que les patients se présentent sur votre site parce qu'il y a des groupes de plaidoyer de patients aux États-Unis qui se promeuvent auprès de l'industrie pharmaceutique pour être finalement des ambassadeurs en quelque sorte rémunérés. Et il y a même des industriels de la pharmacie qui ont créé de toutes pièces des patients pour s'en servir pour leur campagne et par exemple des faux patients qui s'exprimaient à propos d'un médicament et la FDA d'ailleurs a émis une mise en garde auprès de l'industrie pharmaceutique. Donc je ne suis pas sûre que de toute façon que ces vrais patients soient payés, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux voudraient être rémunérés. Alors, est-ce que c'est très déontologique, tout cela? Est-ce que tout cela, ça relève vraiment des réseaux sociaux? Alors, je vais répondre du point de vue... je vais vous donner ma réponse personnelle, pas celle de ma société. Je crois que le fait de donner une fausse représentation de soi-même est problématique, parce que c'est une histoire de transparence. Est-ce que les labos doivent payer des patients pour qu'ils s'expriment en faveur de leurs médicaments en ligne? Je pense que non, ce n'est pas bon. Parce que quand on se rend à des conférences, on a très peu accès à ce que les patients pensent véritablement. Donc je pense qu'il faut évidemment veiller à la transparence, éviter les fausses représentations et la pharmacie, les labos pharmaceutiques dépensent beaucoup d'argent pour les leaders d'opinion. Peut-être que et je trouve que ce serait bien qu'on en dépense pour mieux dialoguer, mieux informer les patients, mais ça me gênerait que l'on paye les patients, que l'on les rémunère. En tout cas pour l'histoire du psoriasis, on a parlé de dialogue, mais en fait, ce dialogue, même si c'est quelqu'un qui a 21 ans et qui vient sur Facebook pour s'exprimer, trouver quelqu'un qui sait ce que c'est que le psoriasis et qui va peut-être pouvoir leur répondre, ça va pouvoir les aider. Et je pense que c'est quelque chose où l'industrie pharmaceutique peut jouer un rôle positif pour aider les patients. Je crois que l'utilisation de fausses identités sur les réseaux sociaux est l'une des actions les plus destructrices que l'on puisse voir. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines, quelqu'un qui s'est fait passer pour une blogueuse syrienne, homosexuelle. C'est très destructeur ce genre de choses, c'est absolument épouvantable et il faut absolument éviter ce genre d'attitude.
Je crois que l'un des principaux problèmes me rappelle une discussion qu'on a eue à Philadelphie l'an dernier avec des patients, des e-patients, et on s'est posé la question, est-ce que ces patients doivent être rémunérés? Et en quelques secondes, il y a eu des commentaires et il y a eu un partage des eaux très clair, à savoir des gens qui disaient non, il faut absolument bannir toute rémunération. Et vous savez très bien à qui je fais référence ici. Et puis, d'un autre côté, on a eu des gens qui disaient, eh bien, ça dépend. Et je crois que c'est vrai, ça dépend d'une certaine façon. C'est un peu ce que je pense. Aux États-Unis, les e-patients, très souvent, sont considérés comme étant des personnes qui sont dans une action de plaidoyer pour un médiament donné. Et parce qu'ils sont des experts, entre guillemets, d'une pathologie donnée. J'en ai rencontré certains, par exemple, pour la sclérose en plaques. Est-ce que c'est acceptable qu'un labo pharmaceutique paye les frais de voyage pour qu'un patient atteint de sclérose en plaques assiste à une conférence? Donc, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je crois que c'est le dilemme auquel notre secteur est confronté.